Visite officielle à Berlin. Peu de temps avant son sacre, Charles III envoie un signal politique fort en se rendant en Allemagne, allié traditionnel de la Grande-Bretagne. À l'étranger aussi, on se demande quel roi il sera. C'est un côté un peu tragique. Il succède à peut-être la personne ou le couple le plus iconique du XXe siècle. Et ils savent qu'ils n'auront pas le même statut. Je ne pense pas qu'il cherchera à devenir l'homme le plus célèbre du monde. Son objectif sera plutôt de mettre en place une monarchie moderne. Faire évoluer la monarchie tout en respectant les traditions, tel est le défi qui attend le nouveau roi. Berlin, porte de Brandebourg. Le monarque britannique est accueilli avec les honneurs militaires. Pour beaucoup, la date de cette visite a une portée politique. Il y a exactement 6 ans, la Grande-Bretagne lançait le processus de sortie de l'Union européenne. Il était manifestement contre le Brexit et il tente de résoudre le problème. Il vient ici pour arranger les choses et trouver peut-être une meilleure solution pour l'avenir. Il aime prendre position sur un peu tout, même si bien sûr il sera maintenant plus en retrait. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose qu'il donne son avis, parce qu'il a de bonnes idées, surtout sur l'écologie et le développement durable. Il est engagé depuis 40 ans. C'est un roi très intéressant, passionnant même. À Berlin, le nouveau monarque et son épouse se montrent proches du peuple. Environ 1500 spectateurs ont attendu jusqu'à 10 heures pour voir Charles III de près. C'est le roi. Il perpétue une longue histoire. C'est notre guide. Il nous unit, comme sa mère avant lui. La reine était comme une grand-mère pour moi. Après les 70 ans de règne d'Élisabeth II, le monde se demande comment l'éternel prince héritier va remplir sa nouvelle fonction. En Grande-Bretagne, on prépare les festivités du couronnement depuis plusieurs semaines. Dans le quartier de Tottenham, à Londres, la maison Cashkett & Partners confectionne des uniformes pour la royauté. Avant la cérémonie, des centaines d'uniformes doivent être ornés des nouvelles initiales du roi. Nathan Cashkett, 25 ans, dirige les activités opérationnelles de l'entreprise familiale établie depuis 4 générations. Tout ce qui passe par cette manufacture est destiné à une personne en particulier. En ce moment, Dave dessine le patron d'un vêtement spécifique, une veste de gala pour le régiment des Royal Gurkha Rifles. Et là, Tim crée un manteau d'apparat pour un tambour-major de l'armée britannique. C'est une des périodes les plus chargées qu'on ait jamais connues. Mais je ne suis là que depuis 8 ans. Il faudrait demander à mon grand-père comment c'était quand la reine-mère est décédée. Enfin, cet événement n'est pas une surprise. On y est préparé. Je suis sûr que Charles attend depuis longtemps d'être roi. Le nouvel emblème du roi a été conçu entre autres par Cashkett & Partners. Raimonda est en train d'apposer le C3R et la couronne. Elle le découpe, puis elle le place au bon endroit et elle le coud à la main. Nous livrons ces pièces vendredi à la Tour de Londres, où ils sont bien préparés et savent exactement ce qu'ils veulent. Alfred Cashkett, l'arrière-grand-père de Nathan, était un juif russe qui fabriquait des chapeaux en feutre pour le tsar Nicolas II. En 1920, il s'est installé à Londres et a fondé l'entreprise. Son petit atelier s'est vu confier progressivement la confection des uniformes des régiments royaux. Aujourd'hui, la maison emploie plus de 40 couturiers et brodeurs.
Comme vous voyez, nous avons partout ici des mandats royaux qui remontent aux années 1700. Celui-ci date de 1796. Nous faisons partie des plus anciennes manufactures de Grande-Bretagne. Si on les met côte à côte, les deux monogrammes et les deux couronnes sont assez différents. Le E2R de la reine Elisabeth II est un peu plus large et le C3R de Charles III un peu plus haut. Au-dessus, on place la couronne. Regardez la différence entre l'ancien et le nouvel emblème. Marlon Cachequette, l'oncle de Nathan, travaille ici comme couturier et brodeur. Il a confectionné lui-même l'uniforme que le prince William portait à son mariage. Ses pièces préférées sont ces manteaux qu'on appelle gold coats. Ils sont censés tenir au moins 10 ans. Ils sont beaucoup portés, mais ils doivent avoir une durée de vie de 10 ans. Il faut un bon mois pour fabriquer ce genre de manteau, parce qu'il y a une part importante de travail manuel. Si les soldats viennent à l'atelier pour la prise des mesures, les membres de la famille royale, eux, reçoivent les tailleurs au palais. J'ai accompagné mon frère Russell quand il a pris les mesures du prince Philippe dans sa chambre. Et oui, j'ai été plus d'une fois en contact avec les têtes couronnées. Marlon n'est pas intéressé par un poste de direction au sein de l'entreprise familiale. Il préfère travailler de ses mains. Ça me procure énormément de plaisir. J'adore ce travail. Je ne fais pas ça depuis très longtemps, 40 ans seulement. Je ressens une immense fierté, surtout pour les grandes occasions comme le couronnement. J'ai beaucoup de chance. J'aime vraiment ce que je fais. Les uniformes britanniques se caractérisent en général par une profusion d'ornements dorés et un rouge vif éclatant. Je pense que ça remonte à l'époque où ils allaient à la guerre. En cas de blessure, on ne voyait pas le sang. Et leurs adversaires étaient inquiets parce qu'apparemment, ils ne blessaient personne. Aujourd'hui encore, les uniformes rouges dominent la vie royale à Londres. Le 6 mai, quand les troupes escorteront leur nouveau roi à l'abbaye de Westminster pour le couronnement, des centaines de milliers de fans de la monarchie attendront le long du parcours. Et à Horse Guard Parade, la place d'armes de la garde montée. C'est ici que Mary Hobson et Maria Howell, deux ferventes royalistes, veulent passer cette journée historique. On se trouve à Horse Guards Parade. C'est d'ici qu'on veut voir passer le cortège du sacre. Cette rue est légèrement plus étroite, donc on sera un peu plus près d'eux. D'autant qu'ils devront ralentir pour tourner à l'angle. La royauté fait complètement partie de notre pays, de notre histoire et de notre culture. C'est l'occasion de tous se rassembler pour faire la fête. Pour moi, c'est une façon de célébrer le passé et de garder un lien avec les personnes qui ont vécu avant moi, comme mes grands-parents par exemple. Ça m'apporte une certaine stabilité. La monarchie existe depuis un millier d'années. Je suis à moitié indienne. Évidemment, la monarchie et l'Inde ont une histoire compliquée. Mais c'est quelque chose qui lie toujours les deux pays. Même ma famille indienne s'intéresse à la royauté. Donc ça me rapproche à la fois de ma famille installée ici et de celle qui vit en Inde. Dans la monarchie parlementaire britannique, le chef d'État exerce avant tout des fonctions représentatives. La mère de Charles, la reine Elisabeth II, prenait son rôle très au sérieux et faisait figure de modèle. Mais après sa mort, le prince Harry et sa femme ont défrayé la chronique en provoquant une crise familiale. Et les deux amis le déplorent.
Je trouve que la manière dont Harry a géré la situation est très décevante. Dans toutes les familles, il y a des conflits. Mais étaler ses problèmes en public comme il l'a fait, personnellement, je n'infligerai pas ça à ma famille. Et ce n'est pas la famille royale. Je pense que malheureusement, Meghan n'a pas compris la famille royale, ni la relation que les Britanniques entretiennent avec elle. Et probablement Harry non plus, à cause des séquelles psychologiques liées à la mort de sa mère. Pour moi, c'est cette combinaison d'éléments qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et je trouve ça vraiment triste. Non loin de la place d'Armes et du palais de Buckingham, se trouve le parc royal de St. James. Les cygnes appartiennent à la royauté. C'est bizarre, non? Pourquoi tous les cygnes appartiennent-ils au monarque? Est-ce que c'est le seul à pouvoir en manger? Est-ce que les hommes mangent du cygne? En tout cas, ils sont protégés. Je crois que la reine, non, le roi est le seul à pouvoir manger du cygne. Mais c'est peut-être moi qui me fais des idées. Certains cygnes sont toujours placés sous la protection de la couronne. Une tradition qui se perpétue depuis le XVe siècle. À Hackney, un quartier du nord-est de Londres, on peut voir que l'histoire façonne toujours le présent. Ici, environ 40% des habitants font partie d'une minorité ethnique. Paul Anderson milite pour une reconnaissance du passé colonial de la Grande-Bretagne. Ce lotissement s'appelle Jeffrey Estate, du nom d'un esclavagiste qui a donné aussi son patronyme à un musée. Le musée en question a été rebaptisé, mais pas le lotissement ni la rue. C'est la prochaine étape. La maison royale elle-même a profité de la traite négrière durant des siècles. L'an dernier, le roi Charles III a autorisé l'ouverture des archives royales pour que l'on puisse étudier les liens de sa famille avec l'esclavage. La reine Elisabeth II a décerné l'ordre de l'Empire britannique à Paul Anderson pour son engagement au sein de la communauté noire. Il a d'abord pensé refuser. Quand j'ai appris que je devais recevoir l'ordre de l'Empire britannique pour mon action dans le domaine des arts et mon travail acharné auprès des jeunes, je suis allé voir un vieil homme très sage, Arthur France, et je lui ai dit « Ils veulent me remettre l'ordre de l'Empire britannique. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il m'a répondu « Mon ami, nous ne sommes pas respectés ici. Je te conseille de l'accepter. » C'est ce que j'ai fait. Le Jeffrey Museum s'appelle désormais Museum of the Home. Paul y retrouve un groupe de jeunes du quartier dont il défend les intérêts au sein de son association Voyage Youth. Aujourd'hui, ils veulent choisir un nouvel emplacement pour une statue de l'esclavagiste Robert Jeffrey. L'idée, c'est de retirer la statue de là et de l'installer à cet endroit. Oui, c'est ce qu'on propose. Ce sera l'occasion de raconter à nouveau l'histoire, le parcours de cet homme très intéressant qui s'appelait Robert Jeffrey. Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, la Grande-Bretagne a adopté une loi qui interdit la destruction de statues. Les jeunes veulent malgré tout trouver un moyen légal de retirer l'ouvrage problématique de ce lieu prestigieux. On a découvert il y a quelque temps que l'argent qu'il a utilisé pour construire les hospices de pauvres provenait du commerce d'esclaves transatlantiques. On va déplacer sa statue et raconter de nouveau son histoire en évoquant tous les aspects, les bons et les mauvais, les beaux et les laids. Le racisme est un sujet majeur pour les jeunes. Les hostilités de la presse à scandale à l'égard de la duchesse Meghan leur ont montré que la Grande-Bretagne et la Maison royale ne s'étaient pas encore confrontées à leur passé colonial. Le harcèlement des médias vis-à-vis de Meghan, la manière dont ils ont parlé d'elle
Et le fait que même la famille royale ne voulait pas d'elle, je trouve ça franchement révoltant. Au sein du Commonwealth, on débat régulièrement de l'avenir de la monarchie. En 2021, la Barbade est devenue une république. D'autres pays vont suivre. Même ici, beaucoup de jeunes n'ont pas d'attachement particulier à la royauté. Je ne parle pas tellement d'eux. Et je ne pense pas beaucoup à eux non plus. Je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. Je sais que dans le passé, ils ont fait certaines choses très discrètement et sournoisement. Je ne dirais pas que la monarchie est un avantage ou un inconvénient. Les rois sont comme cette statue. Ils se trouvent là, voilà tout. Pour Paul, l'arrivée de Meghan aurait dû faire souffler un vent de modernité sur la famille royale. Les jeunes ont été très étonnés d'apprendre qu'un membre de la monarchie épousait une personne issue de la communauté noire, africaine et caribéenne. Beaucoup ont dit « Wow, bientôt il y aura du noir dans l'Union Jack, c'est dingue !» Ce qui est triste, c'est de voir maintenant que Harry et Meghan veulent prendre leur distance avec la famille royale et le pays. Ça a vraiment anéanti l'espoir d'un changement. Au jardin botanique royaux de Kew, à l'ouest de Londres, on peut voir un autre héritage du passé colonial britannique. Richard Barley y est jardinier en chef. En tant qu'écologiste convaincu, Charles III apporte naturellement son soutien à ce site exceptionnel. L'Empire britannique était très étendu, ce qui a donné accès à la flore de différentes régions du globe. À ma droite, nous avons des spécimens du sud-est de l'Australie. De ce côté, c'est la Nouvelle-Zélande. Et dans cette direction, il y a des plantes originaires des Amériques. Dans les deux plates-bandes, là devant, on trouve la flore des îles du monde entier. Tout au fond, à l'extrémité sud, on a l'Afrique australe. Et à l'extrémité nord, c'est l'Asie et certaines parties de la Chine. Que pense Richard Barley du nouveau roi? Je crois que c'est très utile d'avoir un monarque qui soit conscient des problèmes environnementaux et qui soutienne activement la protection de la planète. Les gens doivent comprendre la situation, la menace du changement climatique et la nécessité de s'occuper de la faune, de la flore et de tout l'écosystème. Les jardins botaniques de Kew se consacrent aujourd'hui à l'éducation écologique et à la protection de la nature, deux thèmes chers au roi Charles III. J'ai rencontré Charles quand il était encore prince. Il est venu à la serre en 2018. Il aime bien voir ce qu'on fait. Il est très content du succès de ses projets et prend plaisir à observer les plantes, lire les explications et parler avec notre équipe. Charles III a même reconnu qu'il parlait aux fleurs et aux arbres. Chacun a sa propre opinion sur l'utilité ou pas de parler aux plantes. Je pense que c'est souvent très bénéfique pour la personne elle-même. On ne peut pas savoir si les végétaux y sont réceptifs. Les plantes sont des créatures intéressantes. Dans le quartier londonien de Blackheath, Mary prépare sa maison pour les festivités du Sacre. J'ai fait ça l'an dernier pour le jubilé de la reine et j'ai décidé de le garder pour un autre événement royal. Et voilà, maintenant j'en ai besoin pour le couronnement. Les voisins ont aussi décoré leur maison pour le jubilé. Alors j'espère qu'ils joueront encore le jeu cette fois. Ils accrochent souvent des fanions à la clôture de leur jardin. Alex, l'époux de Mary, ne partage pas vraiment son enthousiasme pour la famille royale. Il n'est pas franchement fan de la famille royale. Mais pour être honnête, je dois dire qu'il m'a bien aidé à installer tout ça pour le jubilé. Il est très tolérant à l'égard de mes passions. Mary a commandé divers articles de décoration en l'honneur du nouveau monarque. C'est un très grand drapeau sur lequel est écrit « Longue vie au roi ». Je ne suis pas très douée pour les changements.
C'est assez dur de s'habituer à l'appeler le roi Charles III. C'est triste de penser que je ne connaîtrai pas d'autres reines dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai 1 ou 2 fanions. Oui, 1 ou 2. Et le drapeau. Je le trouve très beau. Et comme tu es grand, Tu veux voir si... je me demande ce que ça donnerait à la fenêtre. Je ne suis pas contre la famille royale, mais je ne suis pas spécialement pour non plus. Disons qu'ils ne me dérangent pas. Et Marie les aime beaucoup. Alors, je me suis fait à cette accumulation de souvenirs. Je pense que tu admires en secret la famille royale. C'est ça. Et j'ai réussi à le cacher pendant 10 ans. La collection de Mary s'agrandit à chaque cérémonie officielle. Ma grand-mère a commencé la collection avec ce mug du jubilé d'argent du roi George V et de la reine Marie en 1935. C'étaient les grands-parents de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Ça, j'y tiens beaucoup, même si ça n'a l'air de rien. C'est le bracelet que je portais en septembre dernier pour assister à la mise en bière de la reine. Je le garderai toute ma vie. Pour une fervente royaliste comme Mary, il est pénible de voir des membres de la famille royale déballer leur linge sale en public, comme Harry l'a fait. Pourquoi tu ris? C'est pas un peu trop, des photos en noir et blanc? Au début, tu les aimais, non? Franchement, j'ai du mal à les regarder. J'ai entendu leur histoire et je ne les comprends pas. Ils disent qu'ils veulent s'éloigner de la famille royale pour préserver leur intimité, alors qu'ils filment toute leur vie depuis mars 2020. Vous voulez quitter la famille royale? Très bien, allez-y. Mais je ne vois pas pourquoi ils ont sans cesse besoin de s'exprimer en public et de traîner la monarchie dans la boue. Mary est loyale à son nouveau roi. Jusqu'ici, je suis très positivement impressionnée. J'ai aimé ses discours, ce qu'il a dit à Noël et à la mort de la reine. Je pense qu'il fera du bon travail. Même si elle compte toujours de nombreux adeptes, la famille royale suscite de plus en plus de critiques. Les militants de l'organisation Republic veulent purement et simplement abolir la monarchie. Graham Smith est à la tête de ce groupe de pression. Il souhaite que le chef d'État soit élu par le peuple et que le pays se dote d'une nouvelle constitution. C'est assez facile de se débarrasser d'eux. Pour ce qui est de la Constitution, on écrit un texte qui correspond davantage à la situation d'aujourd'hui. On supprime probablement la Chambre haute, qu'on remplace par une assemblée élue. Quant au budget royal et à la question de savoir qui détient quoi, il faut savoir qu'une grande partie des biens nous appartiennent. En gros, on dit « merci, mais non merci ». Voici une maison où vous pouvez vous retirer. Et à partir de maintenant, vous paierez des impôts. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pas mon roi. Tel est le slogan que Graham et ses compagnons de lutte scandent lors des apparitions publiques de Charles III. Pourquoi continuez-vous à dépenser de l'argent pour vos défilés inutiles, Charles? Pourquoi avez-vous accepté 3 millions d'euros en espèces d'un dictateur qatari? L'an dernier, il a hérité de 650 millions de livres de sa mère et il n'a pas payé un penny de droits de succession. L'objectif de République n'est pas seulement de se débarrasser du roi et d'avoir un chef d'État élu. On veut redistribuer le pouvoir en le transférant du gouvernement vers le Parlement et du Parlement vers le peuple et un chef d'État indépendant. Les activistes de Republic ont protesté près de l'abbaye de Westminster, là même où le roi sera couronné.
C'est une famille élitiste, immensément riche et tellement éloignée du quotidien des gens. Je ne sais pas si l'Angleterre est vraiment pour la monarchie. Il y avait clairement plus de liens sentimentaux et affectifs avec la reine Elisabeth II. Maintenant qu'elle est partie, l'heure est au changement. Depuis la mort de la reine, le groupe a accueilli de nouveaux membres. Pendant des années, j'ai tout bonnement ignoré la monarchie. Ça m'agaçait et je ne m'en préoccupais pas vraiment. Pour moi, le déclic a été la mort de la reine et le spectacle ridicule que cette famille dysfonctionnelle a donné à son enterrement. Lors du sacre, le 6 mai, les membres de Republic veulent à nouveau manifester devant l'abbaye de Westminster pour rallier un maximum de Britanniques à l'idée d'un chef d'État élu démocratiquement. Pas mon roi! Pas mon roi! Le château de Windsor, au sud-est de Londres, fait partie des propriétés de la famille royale. Cette forteresse, vieille d'un millier d'années, attire des millions de touristes, mais pas seulement. Les alentours du château sont le terrain de chasse des paparazzi. Ashley Sims était autrefois propriétaire de bars et de clubs. Il a changé de casquette il y a quelques années. Je suis photographe paparazzo. Je suis là pour le prince Andrew. Il paraît qu'il est dans le domaine aujourd'hui. Les journaux adorent tout ce qui concerne Andrew. Parfois, je reste la nuit, ou bien je me planque pour qu'il ne me voit pas. J'arrive souvent la veille et je me cache. Cela fait 6 ans qu'Ashley exerce ce métier qu'il a appris sur le tas. Il a déjà investi plus de 5000 livres dans son matériel. Franchement, le plus dur dans ce boulot, c'est l'attente. Un peu comme à la pêche. Mais j'ai passé assez de jours comme ça sans rien prendre. Alors ça ne me dérange pas de poireauter un jour ou deux. La vie des têtes couronnées passionne les foules. Entre les mariages et les enterrements, les escapades des Windsor remplissent les pages des tabloïds comme un soap-opéra sans fin. Les protagonistes changent, mais Ashley, lui, s'intéresse surtout aux brebis galeuses de la famille royale. En ce moment, l'attention médiatique se porte sur le prince Andrew, le frère du roi, qui a dû renoncer à ses fonctions royales pour cause d'agression sexuelle. Avec lui, les paparazzi peuvent gagner beaucoup d'argent. Entre 1500 et 3000 livres. Il y a beaucoup de photographes qui sont payés à la journée. Peu leur importe qu'ils sortent ou pas. Mais moi, pour toucher le jackpot, je dois attraper le gros poisson. Le pire scénario, c'est qu'ils te fassent monter à l'arrière d'un van, qu'ils te collent un pistolet sur la tempe et disent « Service secret, on veut ces photos ». C'est déjà arrivé. Mais parfois, les gros poissons ne mordent pas à l'hameçon. Je viens de me disputer avec ma femme. J'étais ici depuis 5 heures quand mon téléphone a bipé. J'ai jeté un œil dessus et quand j'ai redressé la tête, le prince Andrew me regardait droit dans les yeux. Et comme si ça ne suffisait pas, mon camarade l'a chopé en bas de la rue. Et moi maintenant, je n'ai plus de femme. Pour prendre des photos inédites de la famille royale, il faut avoir le goût du risque. On savait où ils étaient, mais on ne pouvait pas entrer parce que le site était sous haute sécurité. Alors on a pris un vieux camion-citerne à gaz, on y est allé et on a dit « Vous n'avez plus de gaz, le repas va être froid, on peut passer ?» Ils ont répondu « Non, vous n'avez pas d'autorisation. » Et nous « D'accord, alors prévenez-les. » Voilà comment on est entré. On les a trouvés en train de jouer au polo et on les a pris en photo. Quant à savoir combien la maison royale rapporte à l'État, la question fait débat. En 2021, elle aurait coûté 87,5 millions de livres aux contribuables britanniques. Mais en contrepartie, elle apporterait chaque année 1,8 milliard de livres à l'économie du pays. Ashley, lui, évalue le poids économique de la monarchie selon ses propres critères.
William et Kate sont partout. On ne peut pas en tirer grand-chose. Ce qu'on veut vraiment, c'est le canard boiteux de la famille, Harry. Il vaut actuellement une fortune. Si on le prend en train de se disputer avec sa femme ou de se faire engueuler par elle, c'est le jackpot. Ce qui rapporte aujourd'hui, le prince Andrew en vadrouille et le prince Harry qui se fait houspiller par sa femme. Je ne les trouve pas spécialement sympas. Je n'ai pas de compassion pour eux. Si je ne le fais pas, c'est un autre qui le fera. Non, pas de scrupules. Retour en Allemagne. Le premier jour de visite du roi Charles III à Berlin se termine par un banquet au château de Bellevue. Parmi les quelques 130 invités, l'ancien président allemand Joachim Gauck et l'ex-chancelière Angela Merkel. Pour le reporter britannique Cameron Walker, le nouveau monarque a parfaitement accompli sa mission. Le pouvoir du roi repose sur ce qu'on appelle la diplomatie douce. En gros, il passe de la pommade aux autres pays pour qu'ils soient mieux disposés à l'égard du Royaume-Uni, parce que le roi et la reine consort ont une aura internationale. Le journaliste fonde lui aussi des espoirs sur Charles III. Je pense qu'on aura peut-être une monarchie plus moderne et allégée en Grande-Bretagne. Aucun héritier du trône n'avait attendu aussi longtemps son sacre que Charles III. Il va devoir se livrer à un périlleux jeu d'équilibriste entre tradition et changement pour assurer la pérennité de la royauté britannique.